Du coup, je vais nous présenter le temps d'afficher le diaporama. Donc, on est une équipe de 5 étudiants, donc 4 à être présents ici ce soir, de l'ESTACA. Et l'année passée, on a fait un projet en collaboration avec l'association Planète Mars. Donc, ce projet, c'était de concevoir un rover pressurisé pour l'exploration martienne. Et donc, du coup, ce projet nous a amené à Los Angeles, au congrès mondial de la Mars Society. On a présenté nos résultats en octobre dernier. Donc ce soir, on va vous présenter nos résultats assez brièvement, une quinzaine de minutes. Donc voilà. Donc le projet s'appelle Projet Remus pour rover d'exploration martienne à usage scientifique. Et donc la première chose qu'on a dû faire pendant ce projet, c'est de caractériser l'environnement dans lequel va fonctionner le rover, donc l'environnement martien. Et donc, tout cela pour caractériser au mieux la mission et l'environnement dans lequel va fonctionner notre rover. Donc, qui dit projet en phase 0, donc de conception, on part sur une feuille blanche en général, dit un état de l'art évidemment, mais aussi la définition d'un cahier des charges. Donc, ce cahier des charges il était défini par Monsieur Heinemann. Au tout début. Donc un rayon d'action de 200 km, c'est avant tout un rover d'exploration scientifique. Donc on veut pouvoir accéder à des zones lointaines par rapport à la base. Une masse inférieure à 8 tonnes, ça paraît essentiel d'un point de vue de transport. Le rover va devoir être transporté, mais aussi d'un point de vue énergétique. Une autonomie supérieure à 15 jours, ça va de pair avec le rayon d'action de 200 km. Un rover tout-terrain évidemment, c'est pas une autoroute sur Mars, donc il y a des cailloux de plusieurs dizaines de centimètres, du sable, donc évidemment on a besoin d'un rover tout-terrain. 2 passagers en mode nominal, donc en configuration exploration, mais pouvant transporter jusqu'à 6 passagers en mode urgence. Pressurisé à 0,5 bar. Alors pourquoi ce choix? C'est pour faciliter les sorties extravéhiculaires, pour minimiser le temps d'adaptation des astronautes pour faire une sortie. Mais aussi, cette valeur permet aussi des conditions de vie adéquates. Et une conception robuste et redondante. Là encore, ça va de pair avec tous les points précédemment abordés. Donc au niveau de l'étude technique, on a décomposé en plusieurs parties le rover. Donc la première partie, c'est l'architecture, les systèmes de propulsion, pardon. Donc au niveau des roues, on a choisi un maillage en métal pouvant se déformer et résister au franchissement de plusieurs obstacles. Donc le rover aura 6 roues et la propulsion a été choisie 100% électrique pour éviter d'embarquer du carburant supplémentaire. Donc on a fixé la vitesse maximale à 36 km/h pour faire un compromis entre vitesse d'exploration mais aussi sécurité. Donc on a pu faire tous les calculs sur MATLAB, qui est un logiciel qui permet de simuler différents cas. Et donc on a pu calculer l'énergie et la puissance estimée du rover. Et donc tous ces résultats vont être après implémentés dans la boucle pour calculer l'énergie nécessaire à embarquer. Non, du coup, les calculs nous ont aussi permis de tester le rover sous différentes cas d'utilisation, et notamment à la perte de 2 roues, ou encore tester un franchissement d'une pente de 28 degrés. Une autre partie importante du rover, c'est tout ce qui est système vie, parce que notre rover va emporter des astronautes. Du coup, donc on a pris tous ces cas en compte pour les systèmes vie. Donc il faut que ce soit robuste, efficace, réparable bien sûr. Il n'y a pas de garage sur Mars. Facilement maintenable et que ça prenne un volume très réduit. Donc les besoins des astronautes, les voici. Donc bien sûr c'est nourrir, respirer, mais aussi gérer les déchets qui vont être produits à bord du rover. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs systèmes pour à la fois filtrer l'air, par exemple, et à la fois stocker les déchets, donc l'eau et aux déchets humains.
Donc là, on a une présentation des deux systèmes d'assainissement de l'air et de contrôle de l'atmosphère du rover, donc contrôle de pression et contrôle de température, mais aussi on a le stockage de l'eau. Donc au niveau de l'énergie, on a pu faire un bilan de l'énergie qui va devoir être embarquée à bord du rover. Donc les systèmes vitaux et les systèmes embarqués ont été estimés à partir de recherches, et les moteurs et la propulsion a été calculée avec le fichier MATLAB dont je vous parlais précédemment. Donc à partir de tout ça, on obtient une certaine quantité d'énergie auquel on a ajouté une marge de 20% pour pouvoir être sûr et être safe dans tous les cas. Donc au niveau du stockage, comme je disais tout à l'heure, on est à 100% électrique. Donc on s'est dirigé vers un système de stockage par batterie. On a essayé d'estimer l'évolution des batteries dans les années à venir, parce que notre rover fonctionnera dans les années 2030-2040, espérons. Donc on obtient ces différentes valeurs de masse et de volume des batteries. Voilà. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a implémenté des panneaux solaires aussi dans le rover, afin d'avoir une source de production d'énergie à bord, par mesure de sécurité, et ça permet aussi de réduire le volume de batterie qui va devoir être embarqué dans le rover. Donc, au niveau de la structure, on est parti évidemment sur une structure qui permet de faire face à différents problèmes liés à Mars. En particulier la résistance thermique, la résistance mécanique évidemment, et une résistance aux radiations. À cela s'ajoutent 3 autres points assez importants. Ça a été évoqué juste avant, la résistance au cycling, donc la différence de température entre le jour et la nuit, la résistance au feu et le fait que ça soit léger pour répondre au cahier des charges. Donc pour tous ces choix, pour toutes ces problématiques, nous avons choisi une structure que l'on nomme en sandwich. Et donc composé de plusieurs éléments. Donc je vais faire rapidement pour ces éléments. L'élément de base, c'est la structure en nid d'abeille. Cette structure en nid d'abeille, elle répond aux problèmes mécaniques, de propriétés mécaniques, et aussi de légèreté, puisque c'est en aluminium et donc très léger. À cela, on entoure de carbone époxy. Ce carbone époxy est assez particulier et a été utilisé par la NASA lors d'un avant-projet pour notamment les rovers lunaires. Donc la référence a été travaillée, la référence exacte répond à des critères de critères mécaniques, de cycling, etc. Et c'est le meilleur carbone époxy à l'époque d'après la NASA. Au-dessus de cela, on a la MLI. Donc là encore, comme ça a été cité dans l'exposé précédent, pour des questions de thermique et de radiation. Entre les deux, entre le carbone époxy donc, et la MLI, on peut retrouver le PDM, qui est un joint en fait utilisé dans l'industrie automobile qui permet de faire la liaison entre ces deux éléments, et en particulier qui va répondre au problème de cycling, de différence de dilatation entre les deux matériaux, puisque la MLI se dilate très peu et le carbone époxy un peu, et donc on a des risques de déchirure s'ils sont tous les deux liés. Au-dessus de cela, pour protéger la MLI qui est très fragile, nous avons une plaque d'aluminium, la plaque d'aluminium qui répond aux critères d'impact de micrométéorites en particulier, mais aussi de poussière, de vent, etc. J'ai aussi oublié de mentionner, mais un des problèmes de notre rover, c'est qu'il devait, en cas de tempête solaire, pouvoir protéger nos astronautes. Et donc dans le sas de notre rover, on rajoute une protection en polyéthylène boré, qui va permettre de protéger les astronautes. Ceci étant, comme vous pouvez le voir à droite, ça représente pour 600 kg de structure, ne serait-ce que pour le SAS, c'est-à-dire à peu près un tiers de la masse au total, de la structure qui est de 1,6 tonne. Donc on se rend bien compte qu'on ne pouvait pas mettre cette structure tout au long du rover. Pour ce qui est du design et de la CAO, donc nous avons conçu notre rover, mais avant même de commencer à le concevoir,
il a fallu s'inspirer d'éléments existants déjà, comme toute phase de conception qui débute. Pour cela, nous avons eu 3 sources d'inspiration fortes. Les camions du Paris-Dakar, les rovers existants et la science-fiction. Donc les rovers du Paris-Dakar parce que leur conception est robuste, évidemment. Alors, bien entendu, on ne va pas aller à 100 km/h dans les dunes martiennes. Ceci étant, on a besoin de quelque chose de robuste. Et le châssis des camions du Paris-Dakar est très intéressant pour ça. Les rovers existants, donc par exemple les projets de la NASA pour tout ce qui est charge scientifique, et la science-fiction, et en particulier Seul sur Mars, car la verrière permet d'avoir une bonne visibilité, et on a repris ce type d'éléments. Donc là je vais faire rapidement sur la structure. On est au début parti sur une forme cylindrique. Évidemment elle est peu ergonomique cette forme, et donc nous avons finalement choisi une forme hexagonale qui permet de réduire d'avoir une meilleure ergonomie pour les emplacements des équipements, tout en réduisant les efforts liés à la pression, la différence de pression. Le châssis, on y est allé par itération. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs itérations à droite. Donc à chaque fois, vous pouvez remarquer des ébauches dans chaque châssis, dans chaque partie. Je vais ici. Qui ne sont pas précédemment et qui permettent de réduire le poids tout en respectant des contraintes de mécanique, puisqu'on l'avait évidemment surdimensionné dès le début. Donc ici vous pouvez voir des images de l'intérieur, lors de la conception en 3D. Et donc voilà pour cette courte présentation, on n'a fait que 15 minutes. On tient tout de même à remercier l'association Planète Mars, Richard Heinemann en particulier, pour nous avoir fait confiance pour ce projet, la Mars Society et l'APM, l'Estaca, l'ESO et Marc Milon pour le design du logo. Il faut savoir que si ce travail vous intéresse, nous avons sur ResearchGate la présentation totale. Évidemment, là c'était vraiment qu'un aperçu du travail qui a été effectué pendant ce cours exposé. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous voir. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, ouais, on s'est un peu réparti en fait les différentes parties. Donc il y en a un, c'était Pierre, donc qui s'est occupé spécifiquement de la structure. Il y avait Pierre-Yves, donc qui était chef de projet aussi. Parfait chef de projet, et qui s'est plus particulièrement focalisé sur les roues et les systèmes de propulsion. Moi, j'étais responsable de l'énergie et donc de l'apport d'énergie et du stockage, donc des différents systèmes qui existent. On a le 5e membre qui n'est pas là aujourd'hui, qui était responsable, donc c'est lui qui a fait la modélisation en partie. Et François était responsable du système de survie, donc des estimations d'énergie que ça engendrerait, etc. On peut aussi rajouter que il me semble que le compte rendu est présent sur ResearchGate, mais aussi sur le site de l'APM, qui est en français. Et c'est accessible pour tous les membres. Alors oui, en fait on a estimé que c'était du coup un rover d'exploration scientifique. Donc dans la partie énergie, on a estimé une quantité d'énergie consommée par les instruments scientifiques. Donc le rover permet de faire 15 jours d'exploration. Et du coup, par rapport à l'énergie et par rapport au stockage, on a considéré qu'il y avait une base déjà implantée, donc potentiellement une colonie,
qui produisait déjà de l'énergie. Et donc le rover peut tous les 15 jours venir se recharger et recharger et déposer tous les échantillons récoltés sur le terrain par les scientifiques. Bonne question. La suite, pour l'instant, c'est vrai que c'est une ébauche, c'est un avant-projet. Et toutes les technologies qu'on a utilisées pour faire nos calculs sont soit récentes, soit estimées. On a fait beaucoup d'estimations et de calculs de spéculation sur notamment toute la partie énergie, mais également sur la consommation des différents appareils. Après, effectivement, donc pour l'instant, nous on présente à différents événements comme ce soir ou comme on a pu le faire à la Mars Society. Après, pour nous, ce sera une porte d'entrée peut-être sur du design de rovers pressurisés martiens, parce qu'effectivement, il y a encore il y a certains débuts d'avant-projet qui commencent à se faire, qui ont été faits il y a quelques années aussi, mais pour l'instant, ça peut vraiment donner suite à beaucoup de choses et sur différentes parties spécifiques peut-être du rover. Le rover en tant que tel sera probablement pas fait comme il est là, mais quoi ah oui. Et dans l'immédiat, donc il y a une autre équipe Estaca qui va continuer le projet, donc toujours sous le tutorat de Monsieur Heinemann, et qui vont eux se focaliser plus sur la partie thermique et sur les échanges donc de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur et toutes ces problématiques là. C'est l'occasion un peu de vous présenter notre philosophie pour les projets étudiants. On tient beaucoup à cette activité parce qu'on pense que d'une part ça répond à un souhait de la jeunesse étudiante de travailler sur des projets innovants et passionnants, mais aussi on leur demande que leur travail soit profitable à l'association, à la cause martienne, je dirais. Donc il ne s'agit pas de recopier des choses existantes, il s'agit de nous amener des informations supplémentaires. Alors, ce qui nous a plu dans leur travail, c'est qu'ils ont effectivement compris que le plus important, ce n'est pas de présenter un projet qui serait idéal, mais plutôt de faire un catalogue des difficultés, des techniques et des possibilités. Alors maintenant, c'est vrai que l'idéal, ça serait, sur cette base, de faire un véritable projet, et pourquoi pas de réaliser des maquettes, mais tout ça, ça serait un travail pluriannuel, et on n'en est pas là, mais ça pourrait être un but à viser. Ben, merci pour votre attention et bonne soirée.